Salut les actifs! Qu'est-ce qu'on va encore nous sortir pour nous faire dans l'immobilier? Ça ne t'aura pas échappé, ça a été un peu chaotique les derniers temps au niveau de notre gouvernement. Mais bon, depuis fin septembre, on a à nouveau une équipe qui est censée nous diriger. Le 1er octobre, Michel Barnier, alors fraîchement nommé Premier ministre, a annoncé tout un tas de mesures à venir. Vont-elles vraiment changer les choses? D'ailleurs, d'où vient sa nouvelle équipe? Que va-t-il se passer si tout part en sucette? Ou au contraire, si tout va comme sur des roulettes? Mais avant ça, Michel Barnier est-il légitime? Et a-t-il nommé la meilleure équipe ou est-ce de la composition? Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour toi et quelles sont les opportunités que tu dois saisir tout de suite ou au contraire que tu dois fuir? On en parle tout de suite sans plus attendre dans cette vidéo. Alors si l'expérience est un gage de réussite, nous sommes sauvés. Après le plus jeune des premiers ministres avec Gabriel Attal, nous avons désormais le plus vieux. Né en 1951, il a fêté début 2024 ses 73 ans. C'est sûr, il est peut-être un peu nostalgique des 30 glorieuses. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Il est diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, et puis après, c'est un cursus somme toute assez classique pour un membre de la famille politique. Jugé plutôt plusieurs cabinets, puis ministre de l'Environnement, ministre aux Affaires européennes, aux Affaires étrangères, à l'agriculture. Quelques responsabilités européennes depuis à mettre en avant, par exemple, la gestion du Brexit, niveau français, bien sûr. Pour le volet patrimonial, là, je suis désolé, on n'est pas bien avancé parce qu'au moment où j'enregistre, la déclaration n'est pas encore publiée. Il a tout de même nommé une ministre du Logement en la personne de Valérie Létard. Alors, on se réjouit un petit peu, s'il vous plaît, parce que les derniers temps, on n'a pas toujours eu cette chance que d'avoir un ministre du Logement. Donc, qui est-ce, Madame Létard? Elle vient de fêter ses 62 ans. Elle est assistante sociale de formation et titulaire d'un DESS. Perso, je sais pas ce que c'est, mais vous pouvez me l'indiquer en commentaire. C'est un peu le souci de l'éducation, notamment comment un fonctionnaire qui n'a jamais entrepris peut apprendre à le faire. C'est pas faux. Et ici, c'est pareil. Juge plutôt conseillère régionale, sénatrice, secrétaire d'État sous l'ami Sarkozy, conseil régional des Hauts-de-France, vice-présidente du Sénat, etc. Mais ce qui a retenu mon attention, le zéro artificialisation nette, c'est elle. Tu sais, la règle qui dit qu'on ne libère plus de terrain pour construire. On en reparle plus tard. Alors, au Sénat, elle préside donc cette commission spéciale. Et si tu veux en savoir plus sur cette ZAN, tu peux regarder cette vidéo. Pour moi, ça sent pas bon du tout. Pour le patrimoine, même problématique que pour Monsieur Barnier, RAS pour le moment. Niveau légitimité, moi je donne 2 sur 20, parce que si on enlève son manque d'expérience, moi c'est la catastrophe de la ZAN qui me reste en travers de la gorge. Parlons maintenant des mesures. J'en ai noté 5 qu'on va décortiquer tout de suite pour voir ce que tu as à y gagner. C'est le jeu, mon ami, comme dirait la pub. La première, c'est la petite étiquette qui dit combien tu vas payer pour te chauffer. Le DPE. Cet acronyme signifie diagnostic performance énergétique. Le tout premier diagnostic est né en 1996. C'est ce qu'on appelait la loi Carrez. Il imposait un mesurage précis du logement. Bonne idée, comme ça tu savais quand même combien exactement de mètres carrés tu allais te posséder ou te déposséder. J'ai pas dit maison d'ailleurs, puisque ça ne s'applique qu'aux biens situés en copropriété, en collectif, les appartes quoi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Dans la foulée, pour des raisons évidentes de santé, on impose un repérage amiante et 2 ans plus tard, du plomb. En 1999, on ajoute les états parasitaires en fonction des zones. Tu as des parasites chez moi, tu le sauras en regardant ton diagnostic. Je parle pas du tout de cet ami qui ne ramène jamais rien en soirée. Bref, restons sérieux. Ce n'est qu'en 2006 qu'apparaît le DPE obligatoire pour la vente. 1 an plus tard pour la location. Mais problème, il n'est pas opposable. En gros, si tu consommes 2 fois plus que ce qui est indiqué, Rien à foutre. il faudra attendre 15 années de plus et la pression d'associations consuméristes comme Que Choisir pour le rendre opposable. Y aurait-il eu des DPE de complaisance? Pas besoin d'appeler Élise Lucet là, pour le coup, la réponse elle est claire. Je reviens sur mon fil. En 2007, il faut en faire un de plus si tu as le gaz. En 2009, on rajoute celui pour l'électricité. Là, ça concerne un peu plus de monde. En 2011, on rajoute celui des eaux que tu rejettes dans une fosse septique si tu n'es pas raccordé au tout à l'égout, donc en gros si tu es à la campagne. Espagne. En 2013, on remodifie le DPE, on remodifie l'amiante, qui est à rechercher également dans les parties privatives et pas que dans les parties communes. En 2021, comme évoqué juste avant, ça change encore.
mort et depuis un peu plus d'une année, c'est carrément un audit énergétique réglementaire qu'on se cogne. Tout ça part bien sûr d'une bonne intention, protéger l'acheteur. Mais empiler les uns aux autres, honnêtement, ils sont pas lisibles. Je recommande même à mes clients de se tourner plutôt vers les factures des 2 ou 3 dernières années, bien plus représentatives qu'un classement A, B ou C. Car la lettre obtenue, A pour le meilleur, G pour le pire, dépend aussi du type d'énergie que tu consommes. Pour simplifier, si tu consommes 1000 € d'électricité, eh ben c'est pas pareil que si tu consommes 1000 € de bois ou 1000 € de fuel. C'est une histoire en fait de perte lors de l'acheminement d'énergie, le fait d'avoir des énergies renouvelables, etc. Mais pour couronner le tout, la variation du coût de l'énergie n'impacte pas immédiatement le logiciel du diagnostiqueur. Simplifier, eh ben c'est une bonne idée. Surtout que ces prestations, elles ont un coût qui est tout sauf négligeable. Pour un bien construit en 1990, par exemple, c'est pas si vieux que ça, hein, mais ça peut vite chiffrer aux milliers d'euros si tu les cumules. Et souvent, l'acheteur les reçoit après qu'il a pris sa décision. Maintenant, j'attends de voir comment ça va être simplifié. On passe à la seconde mesure, faire évoluer le ZAN. Bon, je vais être franc, le fait d'apprendre que la ministre avait participé à son élaboration m'a bien refroidi, mais clairement. Rares sont les exemples en France où un politique s'est lui-même déjugé. ZAN, ça veut dire quoi? C'est zéro artificialisation nette. C'est né d'une loi climat et résilience et le 22 août 2021, elle prévoit que d'ici 2050, plus aucune terre supplémentaire ne soit artificialisée pour loger, produire ou s'amuser. Pourquoi? Eh bien, d'après les rapporteurs, artificialiser revient à accroître les risques d'inondation, faire perdre la biodiversité, réduire les surfaces agricoles ou encore renforcer les îlots de chaleur. Concrètement, comment on sait que c'est artificialisé? Eh bien, la définition qu'en donnait le ministère de l'Environnement en janvier 2017 désigne toute surface retirée de son état naturel, qu'elle soit bâtie ou non, revêtue ou non. Plus clairement, eh bien, si on rend un terrain constructible, il est considéré comme artificialisé, qu'il soit bâti ou pas. Un exemple encore pour clarifier, je construis une maison de 100 mètres carrés sur un terrain de 1000 mètres carrés. Alors que j'aurais imperméabilisé 0,1, 1000, la totalité des terres, c'est pas grave, on compte la même chose, 1000 mètres carrés de terre artificialisée. Incroyable mais vrai. En chiffres, pourquoi on s'inquiète de ça? France Stratégie estime que nous artificialisons 16 000 à 60 000 hectares par an. Quand même une fourchette qui va de 1 à 4. Hein. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés ou 0,01 km². On rapporte ça à l'échelle de la France entre 0,029 et 0,1%. Précisons qu'il y a une grosse différence entre artificialiser et imperméabiliser et bâtir. Au final, le ZAN, une bonne chose? Si pour moi la réponse est non, clairement, la question est plus complexe. Depuis quelques décennies, des choix ont été faits sans tenir compte de l'environnement et nous en payons aujourd'hui le prix. Mais passer d'un tout au rien n'a jamais été bon. La France a fait le choix d'une seule loi pour tout un territoire. Quand on regarde les densités de population, les espaces agricoles, les espaces vierges, le ZAN en Lozère est d'une stupidité sans commune mesure, mais prend davantage de sens dans les villes et leurs périphéries. En France, moins de 12% des communes concentrent plus de 2/3 de la population. 12% des communes pour 67% des habitants. Les inconvénients du ZAN? Le chiffre que je t'ai balancé avant démontre la stupidité d'une mesure globale. Dans le logement, ça va accentuer la pression foncière, donc les prix et les disponibilités. Dans l'industrie, la renationalisation risque d'être freinée, sans pour autant que ça ne règle la problématique des îlots de chaleur dans les grandes villes. Quelle solution alors? Pour les îlots de chaleur, la végétalisation a fait ses preuves. Elle n'est pas incompatible avec la construction, bien au contraire. Pour la biodiversité, couper l'éclairage public a démontré ses bienfaits rapides et économiques. Enfin, pour les inondations, c'est l'imperméabilisation qu'il faut combattre surtout. Des solutions pour construire et prévenir existent. Les toitures végétalisées, bien sûr, les puits perdus pour les eaux de pluie, les accès qui sont drainants, c'est-à-dire que l'eau s'infiltre, etc. Mais le gouvernement saura-t-il être moins dogmatique? La question est posée. Le troisième, c'est le prêt à taux zéro. Là, ça touche directement à ton argent, cher ami. Le prêt à taux zéro, PTZ ou PTZ+, c'est un prêt immobilier sans frais de dossier et dont les intérêts sont à la charge de l'État. Et c'est fait pour acheter ton logement neuf ou pour le réhabiliter. Ça marche uniquement sur la résidence principale, sous condition de revenus, mais les plafonds sont assez souples. Par exemple, plus de 100 000 € annuels pour une famille de 4 vivant dans
une ville comme Lyon. Ça va quoi, hein. Problème, il a été exclu de près de 90% du territoire dernièrement. Mais au final, PTZ ou pas PTZ, c'est quoi la différence exactement? Eh ben prenons un exemple pour illustrer. Je vais rester à Lyon. Un achat pour une famille de 4 personnes. Un bien à 250 000 euros. Un financement à 4%. Je sais, c'est un peu haut, mais on sait jamais. Pas d'apport. Grâce au prêt à taux zéro, tu économises 45 000 euros d'intérêt sur la durée du prêt. Donc là, je dis excellente mesure pour donner un coup de pouce aux locataires qui veulent réaliser leur premier achat. Si c'est ton cas, reste bien vigilant. Et si tu veux en savoir plus, abonne-toi car on va en reparler très vite. En 4e place, on a la simplification des normes. Pour être tout à fait honnête, je me suis pris la tête à deux mains. Pourquoi? Parce que ça veut rien dire en fait. Si je dis je veux en finir avec le conflit palestinien, je veux en finir avec le conflit ukrainien, ou alors je veux réduire le déficit du pays, personne peut être contre. Je vois pas quelqu'un monter au créneau et dire non, 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 moi je veux des normes encore plus complexes pour que ce soit encore plus chiant. Ouais, c'est pas faux. Personne va dire ça. Donc, il va falloir aller au-delà. Tout le monde a en tête cette image où un avocat montre la taille du code du travail d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui. Il a explosé. La France est bien connue pour avoir un cadre réglementaire dense et c'est bien sûr pareil dans le bâtiment. Selon le Conseil d'État, la France adopte chaque année en moyenne plus de 10 000 normes, tous secteurs confondus. Dans le domaine de la construction, ce sont des milliers de textes techniques, administratifs qui encadrent des projets allant des normes environnementales, comme par exemple la RE 2020 qui nous a concernés dernièrement, aux obligations de sécurité incendie, d'accessibilité, de gestion des déchets, etc. Un rapport du plan bâtiment durable de 2018 a noté qu'environ 1300 normes spécifiques s'appliquent aux travaux de construction en France. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. En comparaison, parce que c'est pas forcément mieux ailleurs, mais enfin quand même, des pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne qui ont un cadre réglementaire strict. Exemple, au Royaume-Uni, les réglementations techniques sont souvent moins complexes, avec une structure beaucoup plus claire et une hiérarchie des normes plus lisible. De plus, la France adopte rapidement, très rapidement, des régulations en lien avec les normes européennes, ce qui alourdit encore la législation nationale. En 2021, c'est un rapport de la Commission européenne qui indiquait que la France avait transposé 97% des directives européennes dans le secteur de la construction, souvent en y ajoutant encore des exigences spécifiques, ce qui rend les normes plus strictes que dans d'autres pays. Et comme dit l'adage, trop de normes tue les normes, et ça a des effets négatifs sur l'économie. Voyons par exemple l'augmentation des coûts de construction. Plus il y a de normes, plus les entreprises doivent faire des investissements pour s'y conformer. On peut citer les matériaux, bien sûr, mais les équipements, la formation obligatoire, et ça se répercute in fine sur le prix du logement. On a le ralentissement des projets. Les démarches administratives s'alourdissent, les entreprises passent plus de temps à valider que tout est conforme, à remplir de la paperasse, tu sais, ce fameux formulaire CERFA, ce qui allonge les délais de livraison. L'entrave à l'innovation, on crève la créativité. Les entreprises hésitent à expérimenter de nouvelles techniques ou matériaux, tout simplement par crainte de ne pas être conformes. Ou pire, certaines même s'expatrient pour le faire. Cela étant dit, la surrégulation n'est pas un problème franco-français. D'autres pays de l'Union européenne ont également des cadres réglementaires complexes, mais sincèrement, la France reste championne du monde, même dans une compétition européenne, vous allez me dire. Puis pour finir, le dernier, c'est l'incontournable, le logement social. Là, je sais pas ce qu'il va faire pour redonner le pouvoir aux maires, mais enfin, ça me semble pas bien fumeux, soyons honnêtes. Quand on n'a pas les moyens, on veut un logement social, et quand on a les moyens, on veut surtout pas de logement social, enfin, à côté de chez soi. Pourtant, la problématique, elle est réelle, mais j'ai l'impression que, comme pour bien des sujets, le gouvernement ne veut pas prendre le problème à bras-le-corps. Déjà, on a un déséquilibre croissant entre offre et demande. Un chiffre, 2021, plus de 2,2 millions de ménages étaient inscrits sur les listes d'attente pour un logement social, tandis que seulement 450 000 attributions ont été réalisées. Ce déséquilibre, il est particulièrement marqué dans les zones tendues, l'Île-de-France évidemment, où les délais d'attente peuvent dépasser 10 ans. On a créé une véritable trappe à logement social. Moins de logements, plus de normes, on aboutit à un renchérissement du coût du logement, et mécaniquement, cette demande élevée provoque
provoque une augmentation du nombre de ménages à revenus pas forcément faibles, mais insuffisants pour se loger dans le parc privé. Donc à la précarisation d'une couche de plus en plus importante de la population. Le logement social qui concerne aujourd'hui près de 5 millions de ménages, ça représente à peu près 15% de la population et donc une nécessité pour de nombreuses familles. Mais l'offre ne suit pas. Si tu vois ici comme une contradiction avec le ZAN qu'on a évoqué plus tôt, tu as raison. Et quand bien même on déciderait de construire, ça résoudrait pas le problème du financement, toujours sous pression. Il repose d'ailleurs sur plusieurs acteurs. L'État, les collectivités locales, Action Logement, qu'on appelait avant le 1% logement, ainsi que les bailleurs sociaux eux-mêmes. Mais ces sources de financement sont de plus en plus maigres, sous subvention de l'État. Elles ont considérablement baissé ces dernières années. Un autre exemple, entre 2010 et 2020, la contribution de l'État à la construction de logements sociaux, c'est moins 30%. Action Logement continue de jouer un rôle important et finance un tiers des logements sociaux chaque année. Mais il fait également face à des coupes budgétaires qui sont imposées par l'État. Les bailleurs sociaux, quant à eux, voient leur capacité d'investissement réduite à cause des baisses de loyers, mais qui sont imposées par la loi Elan de 2018 et de la réduction de l'APL. APL, c'est l'aide personnalisée au logement. Cela affecte leur capacité à construire de nouveaux logements et à entretenir le parc existant, parce que ça, c'est un autre sujet. On en parlait avant, des normes, du ZAN. Bingo, la construction de logements sociaux est confrontée à plusieurs freins. Le foncier est de plus en plus rare et cher, surtout dans les grandes agglomérations où les besoins sont les plus importants. Dans des villes comme Paris, Lyon, Marseille, le coût du terrain représente parfois jusqu'à 50% du total du projet, la moitié. Les contraintes environnementales sont de plus en plus strictes. Les bailleurs sociaux doivent aussi se conformer aux nouvelles normes énergétiques. La RE 2020, dont on a parlé avant, les rénovations thermiques, tout ça c'est bien, mais ça alourdit les coûts de construction et de réhabilitation. Or, près de 70% du parc social, 2/3, a été construit avant les années 90 et nécessite de lourds travaux. Les délais administratifs sont un autre facteur de ce ralentissement. Et là, on ne parle pas de 3 mois pour avoir un passeport. Il peut s'écouler plusieurs années entre la planification et la livraison d'un projet de logements sociaux en raison, tout simplement, des procédures administratives complexes. Le permis, le financement, les recours, etc. Un autre point structurel est à mettre en avant, le taux de rotation dans les parcs sociaux, c'est-à-dire la proportion de logements qui vont être libérés chaque année. En France, il est particulièrement faible. Ce taux, imagine, il est inférieur à 10%, moins de 1 sur 10 par an, ce qui signifie qu'un logement social sur 10 se libère chaque année. En comparaison, c'est 25 à 30%, donc 3 sur 10 dans le parc locatif privé. Si tu te demandes pourquoi, la réponse est dans les avantages. Les loyers dans le parc social, c'est en moyenne 40 à 50% en dessous du prix du privé. Ça incite de nombreux ménages à rester dans leur logement, et même si leur situation financière s'est améliorée. Même conséquence d'ailleurs quand les enfants quittent le nid. Peu nombreux sont ceux qui demandent à déménager pour plus petits. S'il vous plaît, mes enfants sont partis, est-ce que je peux déménager de mon T4 vers un T2? Et comme il n'existe pas de mécanisme contraignant pour obliger un ménage à quitter un logement social, ceci reste tout simplement. Mais ce chapitre, je veux le conclure en proposant des solutions. Parce qu'au final, critiquer c'est bien, mais réfléchir c'est mieux. Si tous les politiques faisaient ça, on aurait bien plus d'action et beaucoup moins de débats. Les réformes sont plus profondes qu'un simple transfert de pouvoir, surtout sans transfert de budget, parce que c'est ça la réalité. Et ces solutions, elles ont l'avantage de ne rien coûter aux contribuables. Première solution, imposer la rotation. Le logement social, c'est un coût pour la société et doit donc répondre à un besoin strict. Seconde solution, construire davantage. Évidemment, si cela semble complexe dans les très grandes villes déjà saturées, il est largement possible de libérer du foncier ailleurs. Et cerise sur le gâteau, des emplois, des rentrées de TVA à la clé. Troisième solution, appliquez-moi ces promesses de simplification. Là, il y a des leviers de croissance à chercher. Voilà, on a fait le tour de la feuille de route de l'ami Barnier. Perso, c'est pas que j'ai déjà été déçu par des politiques, mais je demande vraiment à voir. En ce qui te concerne, plutôt que d'attendre que les solutions tombent par magie et de risquer d'être déçu, moi j'en ai pour toi. On sent que l'immobilier repart très lentement mais sûrement. Et des bonnes opérations sont encore nombreuses. Si tu veux savoir toi aussi comment en profiter, contacte-moi sans attendre, c'est en description que ça se passe. Moi je te dis à très vite, abonne-toi, like, partage et merci pour ton attention. Bye bye.